Donc maintenant, le mot spécialiste. Alors, oui, qu'est-ce que tu entends exactement par là? C'est spécialiste plutôt au sens appliqué au préhistorique ou au préhistorien? C'était par rapport au paléolithique supérieur. D'accord, donc c'est appliqué au préhistorique, quoi. D'accord, non mais c'est juste... Alors, l'idée, je dirais, générale, générique qu'on a depuis longtemps, hein, c'est que les hommes du Paléolithique, en général, et le Paléolithique supérieur en particulier, sont des sociétés plutôt de chasseurs-cueilleurs, nomades, et plutôt égalitaires. Et surtout, l'idée générale aussi, c'est qu'en gros, chaque individu a à peu près le même rôle au sein de la société. Voilà. En tout cas, c'est l'idée qui a prévalu pendant très longtemps. Ce qui fait que pendant très longtemps, je dirais, cette notion de spécialiste, elle n'a pas réellement pris corps, je dirais, appliquée aux politiques supérieures. On ne s'est jamais tellement, pendant longtemps, hein, encore une fois, je vais venir maintenant sur les travaux depuis une vingtaine d'années qui ont travaillé là-dessus, enfin, qui ont porté là-dessus, entre autres. Mais pendant longtemps, je dirais, cette notion n'a pas tellement émergé. En fait, elle était pourtant présente dans la tête de certains préhistoriens, par exemple, surtout appliquée au domaine de l'art, en fait. Hein. Lorsque, par exemple, un grand préhistorien du début du XXe siècle, qui est l'abbé Breuil, parle de l'art paléolithique, il n'hésite pas à employer des termes qui nous laissent penser qu'il y a des spécialistes. Pas tellement peut-être du côté des artistes, mais lorsqu'il parle des prêtres, qui officieraient dans des sanctuaires, etc., de fait, il nous parle bien de gens qui ont une forme de spécialité. Mais il ne prend pas la peine d'aller au-delà de simplement cet énoncé, qui relève pour lui de l'évidence, et d'en tirer les conséquences sur le plan sociologique. Donc pendant longtemps, je dirais que cette notion elle a été à peu près absente quoi, des registres de pensée sur le politique supérieur. En revanche, elle était très développée, très réfléchie pour des phases plus récentes, pour des âges plus récents, le néolithique, mais a fortiori l'âge des métaux, etc., etc. Mais bon, là on revient sur le politique supérieur. Et puis donc, on va dire depuis une vingtaine d'années, grâce aux études plutôt technologiques, c'est-à-dire les travaux autour justement des techniques de confection, des objets en pierre, des objets en os, de la parure, etc., 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 de l'art aussi bien sûr, les techniques et les savoir-faire appliqués à l'art, il y a toute une nouvelle génération de travaux qui ont commencé à se poser la question de savoir est-ce que finalement il n'y avait pas là aussi, peut-être dans ces sociétés, déjà des formes de division sociale des tâches. Je reviens un petit peu en arrière. Depuis longtemps, en fait, on pensait qu'il y avait des divisions sexuelles des tâches. Que les tâches des hommes et des femmes n'étaient pas forcément exactement les mêmes, etc. etc. En fait, il faut bien admettre que ça aussi, ça relève plutôt, je dirais, d'un a priori fondé sur notre propre culture et certes c'est vrai l'observation d'un certain nombre de chasseurs-cueilleurs à travers le monde qui tendent à penser qu'il y a effectivement des formes de division sexuelle des tâches, mais ça c'était aussi une idée qui était appliquée de manière assez directe sans s'être vraiment questionné sur le sujet. En fait, et de la même façon depuis 20 ans, c'est devenu une question. C'est que quelque chose qui apparaissait comme relevant de la plus stricte évidence est devenu une question. Donc aujourd'hui effectivement on s'interroge beaucoup sur, aux politiques supérieures, y a-t-il des témoignages d'une forme de division sexuelle des tâches, et y a-t-il des témoignages d'une forme de division sociale des tâches, pouvant intégrer la notion de spécialiste. Ça ne veut pas dire des formes d'inégalité sociale, ni vis-à-vis de la division sexuelle, ni vis-à-vis de la division des tâches en général, parce que ça peut très bien ne pas être du tout perçu par ces sociétés comme des formes d'inégalité sociale, mais simplement de complémentarité des individus au sein d'un groupe. Mais ça pose justement la question de l'individu. Est-ce qu'il y a des individus, est-ce qu'il y a des gens qui sont individués du point de vue de leur fonction? Alors, si j'essaie d'aller un peu aux travaux actuels sur le sujet, on va dire que dans tout le champ des techniques de fabrication des objets en pierre, en os, etc., etc., cette notion de spécialiste, elle est très difficile à saisir, très 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 difficile. C'est vrai qu'on a des sites, à certains moments, par exemple dans le Solutréen, par exemple dans le Magdalénien, où on a des réalisations qui relèvent manifestement de très haut niveau de savoir-faire. Mais rien n'indique que pour autant on ait vraiment affaire à des spécialistes. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, c'est Nicole Pigeot, qui avait travaillé sur le Magdalénien justement à propos de ça. Elle parle de spécialistes, parce que c'est vrai qu'elle fait, elle parle de gens qui ont un très haut niveau d'expertise dans le savoir-faire de la taille de la pierre. Mais je ne crois pas, il faudrait relire de près Nicole, mais qu'elle va jusqu'à penser que ce sont des spécialistes au sens vraiment sociologique du terme, dans le sens d'artisans
Voilà. Je pense pas elle aille jusque-là. Dans le solutréen, c'est pareil. On a effectivement quelques tailleurs, certainement, qui ont fait des prouesses, quoi. Voilà. Des prouesses techniques. Ça, je crois que plein de préhistoriens n'hésitent pas à le dire, qu'il y a peut-être des gens qui ont, à un moment donné, la technique avait une telle valeur en soi qu'elle devenait un marqueur, un signe, un identifiant un peu de la qualité d'un individu au sein de son groupe. Mais est-ce que pour autant il était identifié comme un spécialiste ? C'est-à-dire quelqu'un qui avait connu un apprentissage particulier d'un certain savoir-faire au service de la communauté, ou est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui a juste un niveau voilà, un niveau d'habileté un peu plus fort? Ça, c'est pas certain. Le seul domaine peut-être, à mon sens, hein, où je ne suis pas le seul bien sûr, mais où on peut vraiment s'interroger sur cette notion de spécialiste, au sens fort du terme, c'est peut-être le domaine de l'art, justement. Donc on revient un peu à ce que Breuil finalement disait comme ça, sans trop réfléchir aux conséquences de ses paroles. C'est le domaine de l'art, c'est que c'est vrai que là on a des productions artistiques aux politiques supérieures qui, pas toutes, hein, mais certaines font appel à un tel degré de savoir-faire, de conceptualisation de l'œuvre et de savoir-faire, je dirais, de ce que c'est que de parvenir à réaliser ces fresques, que là c'est difficile d'imaginer qu'en gros c'était laissé à n'importe qui dans le groupe, tiens, voilà, t'aimes bien dessiner, tac, tu dessines. Là, on peut penser qu'on a peut-être affaire à un spécialiste, c'est-à-dire à des gens qui ont connu des apprentissages particuliers pour parvenir à maîtriser ce savoir-faire. En tout cas, ça me paraît... Mais après, c'est très difficile à objectiver. Très, très difficile à objectiver. Et est-ce que tu penses qu'on peut considérer ces prêtres ou ces chamans ou ces artistes comme des spécialistes du pouvoir? Je ne me permettrai pas d'aller aussi loin. Je ne me permettrai pas du tout d'aller aussi loin parce que on peut très bien imaginer des sociétés dans lesquelles on a effectivement des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de représenter des œuvres, enfin de créer des œuvres, donc qui sont porteuses évidemment de sens. Mais rien n'indique qu'ils sont possesseurs de ce sens. Rien n'indique que leur pouvoir va jusqu'à créer le sens, pas seulement l'œuvre, mais le sens qu'elle porte, et en être les détenteurs aux yeux de leur communauté. Ça, rien ne l'indique. Et de ce point de vue-là, on n'a pas de témoignage, je dirais, qui nous viendrait par exemple des habitats, ou qui nous viendrait des sépultures, etc., qui nous montrerait qu'il y a des individus qui ont un statut politique particulier. Parce qu'en fait, là, on vient sur les questions du, même si c'est un très gros mot peut-être appliqué à nos domaines, mais du politico-religieux. C'est en gros, est-ce qu'il y a des idéologies, est-ce qu'il y a voilà, même si c'est pas la même chose que religion, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des religions qui sont, entre guillemets, au service de certains pouvoirs politiques, et réciproquement des pouvoirs politiques qui s'appuient et cautionnent certaines formes de croyances. Ça, c'est quelque chose qui est très étudié, et extrêmement passionnant d'ailleurs, étudié par les ethnologues, les anthropologues, les historiens, etc. Nous, est-ce qu'on peut se permettre d'appliquer ça aux politiques supérieures? J'en suis vraiment pas certain. C'est tentant de le faire, en fait. Bien sûr, c'est tentant de le faire. Toi, tu penses qu'il y a des artistes, mais qui sont pas forcément c'est pas forcément les personnes qui vont gérer le surnaturel pour les hommes? Pas forcément. C'est pas... J'en sais rien. J'avoue que j'en sais rien. Donc c'est pas forcément des chamans non plus? Non, c'est pas forcément des chamans non plus. La notion de chamanisme, elle est complexe, hein, bien sûr. C'est vrai que le chamanisme intègre en lui quand même une certaine notion de pouvoir. Voilà, ça, c'est vrai que c'est un point très important. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette théorie, d'ailleurs. C'est que cette théorie propose le fait qu'il y ait des gens qui soient détenteurs d'un certain pouvoir. Et ce pouvoir étant perçu comme très important aux yeux de leur communauté, ça les dote effectivement d'un statut, voilà, spécialiste d'une certaine forme de transcendance et de communication avec les esprits. Est-ce que c'est le cas? Je m'interroge justement là-dessus. Je me méfie un peu toujours, bien sûr. On doit tous se méfier d'appliquer dans le passé des choses qui sont tirées du présent. Il faut peut-être admettre qu'on a affaire à des formes de société qui fonctionnent selon des règles très différentes,
tout cas sensiblement différente de toutes celles qu'on peut observer dans le monde contemporain, toute société confondue. Il faut accepter cette altérité-là. Alors, c'est vrai que c'est tentant d'appliquer ce modèle inspiré du monde contemporain. Est-ce qu'on a le droit de le faire? J'en suis pas certain. Mais c'est tentant, je suis d'accord. Pas forcément tentant d'appliquer le chamanisme, hop là, comme un paquet, mais tentant d'imaginer que peut-être c'est autour de l'art qu'on voit apparaître les premières formes de spécialisation. Et du coup, c'est vrai que ça rejoint des théories de certains anthropologues qui ont tendance à penser que justement le politico-religieux est au fondement même des sociétés humaines. Par exemple, Maurice Godelier ou d'autres. C'est vrai que là, on va dire, on est sur deux. D'ailleurs, c'est une discussion importante, hein, très importante même. Il y a un peu deux postulats, je dirais. Il y a ceux qui ont plutôt eu, dans une tradition marxiste, je dirais, qui ont plutôt pensé, je dirais, que c'était le contrôle des forces de production. En gros, donc tout ce qui était du côté de l'économique et du technique, qui était au cœur des sociétés humaines et qui pouvait justement avoir à un moment donné entraîné l'essor de spécialistes. Mais après le politique, pour la plupart de ceux qui ont pensé qui ont emprunté ces voies interprétatives, d'autres au contraire qui ont plutôt mis l'accent sur des aspects plutôt d'ordre idéaliste, c'est-à-dire plutôt du côté de la religion, plutôt du côté des pouvoirs justement politico-religieux, pensant que c'est peut-être eux qui sont au cœur de la fabrication, de la construction et de l'évolution des sociétés humaines. Ces deux postures interprétatives qui ne sont pas du tout irréconciliables, mais qui malgré tout structurent, je dirais, le champ des grandes interprétations en sciences humaines en général, et pas seulement en préhistoire, depuis assez longtemps. Autant que je puisse le comprendre moi, hein, avec mon petit recul de paléolithicien. Et voilà, alors actuellement, même si moi c'était pas forcément mon idée de départ, je le reconnais, il me semble à travers l'art, voilà, à travers l'importance de l'art aux politiques supérieures, à travers les qualités de réalisation qui nous font penser que peut-être là, si on doit chercher des spécialistes, c'est là où on les trouve. C'est peut-être de ce côté-ci que la balance penche, c'est-à-dire plutôt du côté de mutation sociale induite sur des champs plutôt relevant de l'idéologie, pas forcément de la religion, encore une fois, est-ce que cet art est religieux ou pas, c'est très compliqué, mais en tout cas c'est de l'idéologie, davantage que du côté des évolutions d'ordre techno-économique, pour aborder cette question du spécialiste et de ce qu'il incarne comme mutation sociale profonde.